Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 2 de la guerre sanglante millénaire de Bleach. Je vous remercie énormément pour le soutien que vous avez envoyé à la toute première. J'ai eu beaucoup de messages de votre part m'ayant dit que vous aviez apprécié, même si la review sortait de manière plus tardive par rapport à l'épisode, par rapport à d'autres vidéastes, peu importe. Ceux qui m'avaient accordé l'honneur de cliquer, a priori n'en étaient pas ressortis déçus et vraiment je vous en remercie. Cette semaine de nouveau, nous passons l'épisode en revue. Il y aura une fois de plus la preview pour le prochain épisode. Pour rentrer dans le vif du sujet de cet épisode numéro 2, il avait pour titre les pierres à l'édifice, les pierres angulaires, et on a clairement ressenti le thème. À l'issue de ce visionnage, j'étais bien sûr très satisfait de par l'épisode, mais je suis aussi resté sur ma faim. Je trouve que l'on a affaire à un épisode très bon, mais en deçà du tout premier. C'est plutôt normal au vu de la partie de la trame scénaristique qu'il adapte, mais surtout mon premier ressenti, une fois l'épisode coupé, a été de me dire que je suis resté sur ma faim. Et de premier abord, je l'ai plutôt mal pris. Et quelques minutes ou heures après, j'ai finalement accueilli cela, en me disant que si je suis resté sur ma faim, ce n'est pas parce que l'épisode était bancal. Certes, il a adapté un petit peu moins en matière de portions scénaristiques que la semaine dernière, par rapport au premier épisode, mais je me suis dit que c'était surtout un signe de réussite dans ce cas précis si j'en redemande. Il faut aussi dire que l'on a eu deux nouveautés qui captent du temps au sein de la vidéo que l'on n'avait pas la semaine dernière, à savoir l'opening et l'ending. Je dédierai peut-être une vidéo sur le sujet, ce n'est pas encore sûr, mais je reviendrai tout de même sur un point bien particulier issu de cet opening en fin de vidéo durant la partie entre guillemets spoiler, en vous rappelant que les chapitres et le sommaire se trouvent en barre de lecture et en description de cette même vidéo pour vous faciliter la navigation. En tout cas, aussi bien pour l'introduction que la conclusion musicale de cette série, du moins pour son premier cours, aussi bien les visuels que les thèmes chantés me plaisent beaucoup. J'arrive à faire l'impasse sur la 3D qui est quand même très visible, et même si les deux ont réussi à me séduire, l'opening me marque nettement plus pour le moment. Je le trouve nettement plus percutant, aussi bien à l'œil qu'aux oreilles, et j'ai vraiment l'impression que l'on a ici un opening qui risque d'entrer dans une certaine forme de légende lorsque la postérité atteindra cet animé-là au bout de quelques années. Contrairement à l'ending qui sera vraiment célébré par les fans, mais peut-être moins par le grand public qui aura regardé la guerre sanglante millénaire à l'heure actuelle. Alors si jamais, ça m'étonnerait, mais si jamais vous n'avez pas encore regardé l'épisode, faites attention avec son opening qui dévoile énormément de choses par rapport à cet arc-là et très probablement bien au-delà de la toute première partie. C'est un animé divisé en 4 cours et l'opening semble dévoiler des choses qui iront bien au-delà du tout premier cours. Vous savez que pour moi cela n'est pas du spoiler, surtout quand il s'agit d'un arc qui est sorti il y a plusieurs années, mais bon, je me dis que cela peut rendre service à certaines personnes qui seraient plutôt sensibles vis-à-vis de ce type de sujet. Concernant les visuels, non pas de l'ending et de l'opening, mais de l'épisode, j'ai trouvé que c'était de très haute volée dans l'ensemble, mais avec, il faut je pense le noter, certains passages assez statiques, chose que je pouvais craindre à la vue de certains trailers dernièrement. L'épisode 1 se voulait plutôt rassurant, même si, malgré tout, tout n'était pas parfait, et je parle ici non pas de dessin, mais bel et bien d'animation. La manière dont tout bouge, pour vulgariser un petit peu les choses, mais il faut dire que cette série, ou du moins son épisode numéro 2, nous démontre de son génie en matière d'ambiance, de qualité du montage, de la réalisation, comme je le disais déjà la semaine dernière. Encore que, celle-ci s'est moins démarquée, cette fameuse réalisation en épisode numéro 2, étant donné qu'on était beaucoup plus proche de la proposition de Tite Kubo en termes de mise en scène, et donc j'ai senti que le réalisateur pouvait un petit peu moins s'émanciper, et puis ce génie se retrouve aussi au niveau de la partie audio. Lorsqu'un sentiment de staticité de l'image se développe, on a tout de suite la partie audio qui s'emballe, et qui vient à la fois épouser les visuels et nous secouer. Donc on arrive à passer l'éponge aisément sur le sujet. À vrai dire, si ça restait visuellement ainsi tout au long de la série, je pense qu'on serait tous les plus heureux, surtout que les meilleurs moments, les grands passages de cette série restent à animer et ne sont pas encore passés, et ils devraient à n'en pas douter recevoir une belle attention de la part des équipes du studio Pierrot. Si je devais dénoter un défaut au visuel, et pour apporter une critique constructive, certes elle ne sera pas écoutée par les studios Pierrot, mais considérons cela comme une sorte de bouteille à la mer, peut-être voguera-t-elle sans jamais trouver de destinataire, mais en tout cas des défauts que l'on tente de cacher sous le tapis au lieu de tenter d'avoir fait mieux. Par exemple, une scène emblématique de cet épisode 2 que j'attendais beaucoup de par les trailers et qui au final a bien marché sur moi. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'œil et de me dire qu'il y avait un souci. Avec l'empereur Quincy volant dans le Wekomundo, c'était extrêmement stylé, on sera tous d'accord. Mais si on se pose 30 secondes et que l'on tente de ranger dans le tiroir notre hype, il va falloir forcer pour refermer ce fameux tiroir. Mais faisons-le tout de même. Eh bien, ce Quincy a tout l'air d'une sorte de PNG, de dessin au format PNG, donc transparent, auquel on aurait ajouté un effet de flottaison, mais qui n'a pas l'air forcément d'avancer, de bouger, de vivre. Mais si c'est réussi, c'est parce que ce personnage-là est du coup entouré de plusieurs effets spéciaux, visuels, au niveau de ses pouvoirs, au niveau des éclairs, de ses variations climatiques et météorologiques qui sont dues à l'immensité de son pouvoir. On y ajoute une bande-son et des effets sonores épiques qui couvrent le tout.
Et sur certains passages, j'ai la sensation que l'on me sert un poulet plutôt fade, mais l'accompagnement et la sauce sont tellement bons qu'au final je suis très content du repas. Alors parfois un petit peu moins aussi, avec le Ichigo entre guillemets volant dans le Wekomundo, sauf que cette fois-ci, le moment veut qu'il n'y ait pas de sensation d'épicness, aucun son particulier, et donc ça devient tout de suite plus fade. Et là, dans ce cas-là, on se dit les animateurs auraient pu faire quelque chose de mieux. J'ai mis en avant ici un défaut selon moi, et je rappelle qu'une review est tout à fait subjective. Contrairement à une certaine idéologie qui veut faire croire que c'est objectif, non, ça n'est pas le cas. Mais aussi subjective soit-elle, une review peut être également mesurée, nuancée et constructive. Et dans ce sens-là, j'aimerais aussi dire que pourquoi pas, mais je sais que c'est extrêmement demandeur pour les équipes d'animation, j'aimerais voir dans cet animé-là un peu plus de piment visuellement parlant au niveau de tout ce qui est décor, interaction des personnages avec les décors et nous faire ressentir que vraiment tout ce beau monde vit. C'est quelque chose que l'on retrouve quasi systématiquement dans les films d'animation, mais on n'est clairement pas sur les mêmes budgets. Il y a certains animés qui se le permettent, mais c'est rare, et j'aimerais que ce retour de Bleach en grande pompe puisse s'en doter. Et ce que j'entends par là est relativement simple, mais simplement pouvoir rajouter une sorte d'ambiance aux scènes, un courant d'air, un rideau qui bougerait dans la chambre d'Ichigo au lieu d'avoir l'impression que rien ne bouge, voir le sable réagir au mouvement d'Ichigo, alors ça y est dans l'épisode, mais pas forcément sur tous les plans et pas forcément de la meilleure des manières, voir certains éclats de roche au moment des impacts durant les combats. Je sais par avance que j'en demande déjà trop, mais il faut dire qu'en 10 ans d'absence de l'anime Bleach, on se retrouve aujourd'hui avec le ventre bien vide et il nous en faut beaucoup pour pouvoir le remplir. Alors sur la partie audio, il me semble que c'était une énorme ambiance qui a été posée, peut-être même supérieur à ce que les visuels proposent. J'ai souvent eu l'impression qu'ils venaient sublimer ce qu'il se passait à l'écran. Au niveau des voix, celle du roi des Quincy est pour moi un pur sans faute. De Karakura jusqu'à la Soul Society, c'est un grand succès, mais une fois de plus, je dirais que le personnage de Yamamoto, bien qu'il n'ait pas eu vraiment grand chose à dire, reste en deçà de son prédécesseur et du reste du cast. Mais bon, je jugerai lorsqu'il sera vraiment sur le devant de la scène et qu'il aura de réelles lignes de dialogue à prononcer. Par rapport au scénario, je trouve que tous les ingrédients sont là pour nous montrer et nous faire sentir que la précédente menace, si l'on exclut les full bris et que l'on repense à tout l'arc Arrancar, était une menace élevée, mais en fait qu'elle ne valait rien comparée à celle-ci. Il y aura toujours débat pour savoir qui est le plus fort vis-à-vis d'Espada face à certains Quincy, etc. Mais en tout cas, dans le ressenti, dans ce qui nous est proposé par l'épisode, le cadre nous indique que cette menace d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle que l'on a connue. Et ça a été très subtilement appuyé avec la déchéance du Wekomundo, mais aussi avec le cas de Alibel, dont on va reparler ensuite, mais notamment avec ces quelques notes nous rappelant forcément l'arc Arrancar, des petits airs à la flamenco. Alors j'ai vu sur divers réseaux sociaux les personnes pointer du doigt telle ou telle musique d'origine de Bleach qui aurait été remixée à ce moment-là. Personnellement, je ne suis pas musicien, mais j'ai la sincère impression que Shiro Sagisu s'est amusé à mixer diverses notes de divers thèmes principaux d'Espada, Arrancar et de cet arc de manière générale Wekomundo, et que c'est pour cela que chacun entend celle qu'il a bien envie d'entendre. Mais là où c'était intéressant, c'est que le thème semblait cassé, comme si le disque déraillait à l'image du Wekomundo lui-même, et entérinant cette supériorité de la menace actuelle par rapport à la, voire aux précédentes. Alors avant d'en arriver là, le chef des Quincy a eu une discussion que je qualifierais d'incroyable avec Luders sur le fait qu'il puisse voir dans le futur, et que Luders semble réellement présumer de ses propres capacités. C'est un fait extrêmement intéressant qui viendra tout à fait résonner à vos oreilles si vous avez déjà lu cet arc-là de manière complète en manga ou lorsque vous irez au terme de celui-ci dans sa version animée. Au cas où cela vous aurait échappé, l'objectif du roi Quincy n'est pas directement de s'en prendre au Wekomundo, n'est pas forcément non plus de s'en prendre directement à la Soul Society. Ils sont tout simplement des outils pour faire basculer l'équilibre des mondes et faire en sorte que son objectif réel, ultime, celui qui nécessite de mener une guerre pour obtenir la paix, se réalise à force de détruire des âmes par centaines et milliers du côté des Holos, de la Soul Society et pourquoi pas accessoirement du côté des mortels. Quelque chose de tragique aux yeux de la Soul Society pourrait se passer, mais ce même quelque chose pourrait totalement arranger les affaires des Quincy. S'en vient ensuite la confirmation de la mort de Sasakibe qui est plutôt bien traitée je trouve dans l'épisode, qui propose en fait son point de vue, et ça sera d'ailleurs un des moments durant lesquels le réalisateur s'impose plus que dans d'autres, mais à vrai dire je préfère nettement celle du manga. Non pas par nostalgie, mais tout simplement parce que déjà le discours plutôt iconique du capitaine issu du clan Kuchiki, à savoir Byakuya, a totalement disparu de cette scène-là. Et surtout, ce qui m'a le plus manqué, c'est le regard et la pose de Yamamoto à milieu de ce que l'anime a proposé ici. Alors je pense que l'anime reviendra sur cette situation-là
Il manque de gros morceaux concernant Sasakibe encore, on n'en a pas terminé avec lui, sauf si l'anime fait une triste erreur de le zapper, mais il me semble vraiment que ça serait une grosse erreur de ne pas le faire et je ne peux pas imaginer les équipes du studio Pierrot, en plus accompagné de Tite Kubo l'auteur, ne pas le traiter à un moment ou un autre. La tristesse est immense chez tous les personnages, y compris chez Ichigo et sa bande, et c'est tout à fait compréhensible, même si je tiens quand même à rappeler que la fois où Sasakibe et Ichigo se sont croisés de manière appuyée, le fils d'Ishin lui a lamentablement pété la gueule. Alors certes, depuis il y a eu la paix, ils sont tous devenus amis, mais disons qu'une fois de plus, j'aurais préféré que la peine nous a surtout montré du côté de la Soul Society que du côté de Karakura, même si c'était légitime. La thématique de la mort, de l'enterrement, du deuil nous est montrée côté Soul Society. De mémoire, le seul moment de Bleach qui s'est permis de traiter d'une manière ou d'une autre cette thématique-là, c'était le film Bleach, celui qui était plutôt centré sur Itsugaya Toshiro. Il nous avait proposé, on va dire, sa version un petit peu du décès d'être type Shinigami. On a également l'Arc en Fer en manga qui vient nous apporter des explications et des ramifications à ce qui advient des Shinigami une fois décédés. Mais là, on voit le traitement plus opérationnel et émotionnel mis en place par la Soul Society et c'était quand même intéressant de le voir. Alors une fois que tout le monde s'est apitoyé sur le sort de Sasakibe, on a bien sûr Chad qui va faire un footing. Après avoir tué lui-même une dizaine de foyers dans l'épisode 1 suite à son La Muerte qui n'était absolument pas requis, il s'est dit qu'il allait taper son meilleur sprint et faire un petit peu de cardio. Bon, blague à part, je comprends que le gars doit encaisser tout cela psychologiquement et que vu qu'il est très proche de la thématique sportive, c'est sa manière à lui de l'extérioriser. Tout comme Ichigo va partir en patrouille et c'est à ce moment-là qu'il rencontrera Nel. Je tiens également à signaler que la transition choisie pour en arriver sur cette scène à Karakura était assez déroutante. Je l'ai comprise, mais quand même, avec cet ordre d'incinération de Yamamoto, qui était comme une forme d'hommage à Sasakibe, son compagnon de quasi toujours, vu que Yamamoto est le feu incarné dans ce monde, celui qui le manie le mieux. Et au moment où cela doit se produire, nous voyons une poêle ou une marmite dont le feu est en train de s'allumer et de faire flamber la situation. Alors, c'est vrai que sur le moment, ça peut faire sourire, mais en même temps, je me suis dit que ça venait souligner la réalité, parfois la mélancolie, la tristesse et les paradoxes de la vie, à savoir que l'on allume un feu d'un côté pour incinérer une personne, ce qui peut arriver dans le monde réel, tandis que dans une autre partie de ce monde, d'autres sont en train d'allumer un feu beaucoup plus modeste pour passer une excellente soirée entre eux. Alors, une fois que Nel aura fait ses explications à rallonge à Ichigo, et j'ai trouvé que Nel était vraiment incroyable dans l'épisode, c'est un personnage que j'affectionnais déjà beaucoup de base, et j'ai trouvé qu'elle est plus que respectée vocalement en matière d'écriture, de mise en scène. Tout ce beau monde va s'activer pour aller dans le Wekomundo, sauf Ishida Uryu de par sa propre position de Quincy qui n'est absolument pas faite pour aider des holos. Malgré tout, on verra l'émotion sur son visage et j'ai beaucoup aimé cette dissonance entre les propos de Uryu qui refuse d'y aller, mais sa tête, sans même ouvrir la bouche, nous démontre qu'il aimerait tellement le faire. C'est alors au grand Urahara Kisuke d'entrer en scène. J'ai trouvé son entrée juste magnifique, elle est à l'image de ce qu'il nous a toujours proposé dans l'œuvre. Ils se sont permis 2-3 phrases pour célébrer un petit peu son retour également, dont notamment lorsqu'ils vont arriver dans le Wekomundo et qu'il va lâcher tout le monde presque en plein crâne des ennemis qui sont juste sous leurs pieds. Ichigo relatant le fait que ça arrive à chaque fois de cette manière-là et Urahara Kisuke va rigoler en disant qu'il le connaît bien. Et justement nous-mêmes en tant que spectateurs, on était en train de rire de la situation car on se rappelle de tous les précédents de ce type-là. Alors avant d'arriver au Wekomundo, il faut passer par le Garganta. Garganta qui visuellement a changé aussi bien au niveau de l'effet sur les personnages que du Garganta lui-même. On aime ou on n'aime pas, je pense que cela va réellement diviser. Pour ma part, je ne me suis pas encore décidé, mais je vous mentionnerai le fait que c'est quand même nettement plus fidèle à ce que le manga d'origine pouvait proposer visuellement de ce point de vue. Je remarquerai, étant donné que l'on a parlé de Nel, elle est arrivée quasiment accompagnée de Péché, et bien que certaines blagues ont été enlevées sur ces derniers, à mon sens, rien de bien grave. Elles étaient d'ailleurs peut-être plus adaptées au format manga que à l'anime, vu que l'ambiance diffère quand même un minimum entre les deux formats. On a quelque chose de plus sombre, de plus lourd, de plus mélancolique en animé que dans la version papier, et c'était peut-être donc les blagues de trop à ne pas mettre dans la version d'animation. Était-ce le bon choix ou non? Difficile de trancher, mais du moment où elles existent dans le manga, ça ne me dérange pas spécialement qu'elles disparaissent tout d'un coup dans la version d'animation. Il faut aussi saluer certains ajouts ou gains en clarté, comme le fait que Dondo Chaka a été enlevé, la psychologie de Alibel, qui est très loin de la froideur qu'elle dégageait en tant qu'Espada numéro 3, et je la trouve beaucoup plus claire dans ses propos dans la version animée que dans la version manga. On comprend son amour pour son monde, son empathie envers ses proches, et le sacrifice qu'elle est capable de faire pour 3 holos qui ont l'air misérables, même si bon, on sait tout ce que cache le personnage de Nel. Il y a d'autres rajouts qui m'ont aussi ennuyé, comme la phase où l'équipe de Ichigo est assise dans le Wekomundo juste après son arrivée. C'était déjà long en manga je trouve, mais encore plus en animé. Il y avait comme une ambiance de pique-nique chez les holos qui m'a un petit peu fatigué, et par exemple on a eu le passage où Inoue va scanner à une ou plusieurs reprises assez longues chacune,
autour d'elle pour détecter une forme de présence qui j'ai trouvé tirer réellement en longueur, surtout lorsque je me plains que, par exemple, le discours de Kuchiki Byakuya soit passé à la trappe un peu plus tôt. Il y a quand même quelque chose de très très fort qui m'a frappé ici, beaucoup plus qu'en manga, c'est que je n'ai jamais senti autant d'humanité, de chaleur et d'émotion dans le Wakamundo, et surtout ses habitants jusqu'à cet instant. Que cela soit des holos, des arancars insignifiants qui sont capuchés dont je n'ai même pas vu le visage, certains dont j'ai à peine entendu la voix, mais aussi d'autres beaucoup plus emblématiques comme Alibel que j'attends au tournant, car son cas est un sujet assez vague, aussi bien au regard de cet arc-là en manga que dans les romans par la suite, et l'anime pourrait venir étoffer son cas et combler les manques. Alors, comment parler de cet épisode sans s'attarder sur le cas du fameux Kilge, ou plutôt devrais-je dire Kilge? Ça me semble un petit peu plus sonné à l'allemande, on verra bien comment les japonais se débrouilleront pour nous prononcer son nom. C'est clairement pas mon personnage préféré de cet arc-là, y compris du côté des ennemis, que cela soit visuellement que par ses actions, mais je pense que ce personnage est là pour ça. Il est réussi uniquement si on le déteste. Et en ça, on ne peut pas faire mieux. Il était très pertinent à mon sens de le confronter à Menoli, Loli et surtout les 13 Bestias, qui sont, une fois de plus, des vestiges de l'arc Espada et de ce qui a pu se passer à la fois à Las Noches que durant la bataille de Karakura. La phase de combat contre les 13 Bestias notamment disposait d'une plutôt belle animation, même si elle n'était pas au maximum de ce qui arrivera dans cet animé. Et si l'on ajoute le cas de Alibel et de Nell, j'apprécie le fait que, implicitement, cet arc mette en avant la bravoure des femmes ou des personnages féminins à sauver leur monde. Le Vandenreich, c'est Quincy, cette ambiance dark est là pour faire un écho direct à la Seconde Guerre mondiale. On le voyait la semaine dernière avec les pubs de Coca-Cola qui a sorti sa canette Bleach et qui en fait la promotion telle qu'elle faisait la promo de ses canettes à l'époque de la Seconde Guerre. Et ce que je trouve important ici, c'est que cette férocité pas toujours mis au premier plan des femmes à défendre leur monde, leur pays, leur terre, est quelque chose qui existe dans le monde réel, qui est plus que présent. Les films hollywoodiens nous montrent quasi systématiquement les hommes soldats mis en avant. Mais en réalité, il y a aussi des milliers, si ce n'est des millions de femmes qui ont également un courage à toute épreuve et qui sont toujours là comme un pilier à leur nation. Alors c'est beaucoup moins souvent sur le front, mais parfois ça arrive également de combattre, et de manière détournée comme ça l'a été pour Menoli et Loli après avoir été arrêtés, devoir se rebeller. C'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive encore dans les guerres actuelles que connaît ce monde et qui, je pense, malheureusement devrait arriver plus tard. Et je trouve que ça a été plutôt bien retranscrit avec cette poignée d'arancars féminines durant l'épisode numéro 2 de la guerre sanglante millénaire. Alors mes très chers devins, pour faire un tour du côté de ces entre gros guillemets spoilers et de cette partie insolite que j'apprécie beaucoup, j'aimerais vous faire remarquer que selon le rapport de Hakon en début d'épisode, attention à ne pas confondre avec le chanteur, c'est pas du tout la même chose, je vous parle bien sûr du fidèle allié de Mayuri, et bien il a été acté de par les Quincy qui se sont rendus chez Yamamoto que la Soul Society sera détruite dans 5 jours. Et selon le fameux rapport de Hakon dont je vous parlais à l'instant, ces mêmes Quincy du Vandenreich sont restés dans la Soul Society seulement 5 minutes. En 5 minutes, ils ont pu envahir la Soul Society, atterrir jusqu'à chez Yamamoto, lui annoncer que la Soul Society sera détruite dans 5 jours et repartir indemne. Assez insolite aussi, je remarque le fait que tout commence au Wakamundo durant cet arc-là, alors que pour Ichigo, l'un des points culminants de ses combats et de sa vie s'est déroulé là-bas, notamment face à Ulquiorra. Encore une fois pour appuyer le fait que la menace nouvelle doit être infiniment plus redoutée que là où les précédentes. Une fois dans la chambre de Ichigo, on remarquera 2 choses. Premièrement, qu'il y a une manette d'une console de jeu qui est posée tout près de la télé et que celle-ci est noire et blanche avec une forme qui devrait rappeler à tout le monde, que vous la possédiez ou non, celle de la PlayStation 5. Est-ce que cela est un message ou non? Peut-être pas, mais quand même, insérer ce type d'élément à l'intérieur d'une série dans laquelle il y a des droits d'auteur et j'en passe, sans qu'il n'y ait d'accord, de contrat ou quoi que ce soit, ça me paraît un petit peu louche. On se rappellera du chef de CyberConnect 2 à la tête des DBZ Kakarot, Naruto Storm et j'en passe, disant qu'il aimerait de tout cœur proposer un jeu sur Bleach un jour. On sait 2 choses à propos de ce studio. Premièrement, de manière officielle, cette même personne nous avait dit qu'il travaillait sur un gros jeu à licence qui devrait plaire à énormément de monde. Et secondo, des leaks, des rumeurs nous font état qu'ils travailleraient sur une sorte de Boruto Naruto Storm 5. Alors peut-être que Bleach sera leur jeu après le Boruto, ou alors qu'un tout autre studio que CyberConnect 2 est déjà sur le projet. Mais bon, cela reste à nuancer, la manette n'était pas brandée Sony ni PlayStation 5, et encore moins estampillée DualSense. Et puis, comme le fait remarquer Yip Sigun sur sa page Twitter, on peut remarquer que la paire de chaussures, les Red October Yeezy, ou en tout cas un modèle extrêmement similaire, figure également dans la chambre de Ichigo. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir une association entre la marque de Kanye West et le nouvel anime Bleach, encore que je n'en serais même pas surpris. Parlons quelque temps de ce Quincy, le fameux Kilge Opi. Je vous ferai remarquer que la personne qui fait sa voix est la même que celle qui joue le rôle de Beerus dans Dragon Ball Z, les films, et Dragon Ball Super, que ce soit l'anime et les films également. Dès ses premières paroles, j'ai remarqué que c'était très ressemblant, et lorsqu'il a fait son poème en toute fin d'épisode,
j'étais sûr et certain que c'était lui. J'ai tout de même procédé à une petite vérification et cela s'est avéré. Nous avons affaire ici à Koichi Yamadera et là où ça devient encore plus insolite, c'est que Ichigo est doublé par Monsieur Morita qui incarne Whis dans Dragon Ball Super. Ce qui veut dire que vocalement, nous nous dirigeons vers une confrontation entre Whis et Beerus, même si vous l'avez bien constaté, aussi bien sur Kilgue que sur Ichigo, les intonations et les thèmes de voix sont complètement modifiés, et même le jeu d'acteur bien sûr, est totalement différent par rapport à ce qui est produit sur Whis et Beerus. Malgré tout, c'est intéressant, et je pourrais vous saupoudrer tout cela en vous disant que le comédien de doublage qui incarne Urara Kisuke avait également travaillé sur Zamasu dans l'anime Dragon Ball Super. Si l'on ajoute Ryusei Nakao qui fait Freezer, Couleur et qui est sur le personnage de Mayuri, ça fait de plus en plus de beau monde qui est rassemblé ici. Et bon, je me dis que peut-être un jour ou l'autre, que cela soit par un animé, un jeu vidéo ou autre, mon rêve d'avoir la voix de l'empereur Quincy sur Moro de Dragon Ball Super pourrait se réaliser, après tout pourquoi pas. Toujours pour discuter de ce Quincy, il a été présenté comme ayant le Schrift J pour Jail, prison. Le Schrift se traduit par lettre, il a donc la lettre J, elle est attribuée pour classer les Quincy, mais surtout pour leur attribuer une compétence. C'est un petit peu ressemblant aux chiffres donnés à l'Espada, mais je dirais que c'est plutôt ressemblant aux chiffres et aux nombres qui sont donnés aux divisions dans la Soul Society, étant donné que les chiffres des capitaines et de leurs divisions ne sont pas spécialement là pour les classer en termes d'ordre de puissance, mais plutôt pour les attribuer à certaines fonctions et pour avoir une forme de répartition des rôles. C'est plutôt comme cela que fonctionnent également les lettres chez les Quincy, et l'on constatera très rapidement qu'il y a donc un pouvoir lié à la capacité d'emprisonner que possède Kilgue. Ce même Kilgue, et là on va rentrer dans une période très sombre de l'histoire de l'humanité, qui est, à n'en pas douter, en référence à Heinrich Himmler. Alors on va parler de personnes dont je n'aimerais même pas citer le nom, mais en faisant quelques simples recherches sur internet, on se rend compte que cette personne s'est trouvée être enrôlée dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde. Il s'est rapproché de sombres organisations comme les SS, qu'il a agi en Allemagne, en Pologne, en Union soviétique. Tout cela pour une doctrine raciale de, je cite, renforcement de la race allemande, jusqu'à être nommé par Adolf Hitler lui-même commissaire du Reich pour le renforcement de la race allemande. Nous retrouvons sa représentation dans le Wandenreich, dans l'œuvre Bleach, et sachez que ce Heinrich Himmler a même été qualifié par certains auteurs allemands de, je cite, meurtrier du siècle. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça donne clairement froid dans le dos. Et on retrouve justement ce type de personnage absolument abominable et inqualifiable au travers du personnage de Kilgue lorsqu'il va décimer les Arrancars. C'est à la fois glaçant et en même temps, si l'objectif était de retranscrire ce personnage-là dans une œuvre de fiction, on peut dire qu'il est complètement atteint. Très rapidement et un peu plus en légèreté, nombreux auront remarqué la présence d'un certain Quincy encapuché, qui dans la version manga ne l'est pas, très probablement pour le rendre un petit peu plus badass et permettre de créer un petit peu plus de tension autour de la révélation de son identité, ou plutôt de son design, car en soi c'est un personnage nouveau que personne ne connaît pour le moment. En tout cas, si vous n'êtes pas lecteur du manga bien sûr, ça ne change pas grand chose à l'histoire, ça ne change pas grand chose à la mise en scène, et peut-être que à la fois Tite Kubo que les équipes du studio Pierrot se sont rendu compte du fait qu'il avait été révélé visuellement trop prématurément dans l'œuvre originelle, ce qui en soi n'est pas un mal de le penser. Pour en terminer avec ce Kilgue, il se permettra de nous délivrer un poème, comme c'était le cas pour l'empereur Quincy en épisode précédent, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'apprécie la manière dont cet animé Bleach tente un petit peu de déconstruire les codes que l'on a autour des animés habituellement. C'est vrai qu'à l'époque de Bleach, on avait déjà les Shinigami's Cup avec Kon, j'appréciais beaucoup, et cette fois-ci, à bas l'humour, mais plutôt, encore une fois, un prolongement de l'ambiance, avec un visuel sur des personnages qui ont marqué l'épisode. C'était Ichigo dans le 1, ce sont les 13 bestiaires dans le 2, mais aussi en gardant la preview pour plus tard, ne pas la montrer directement, mais par contre envoyer un petit poème. Et cette fois-ci, tandis que le visage de Kilgue rougit de sang qui se déverse sur lui, eh bien il nous dit que les troupes marchent au son du clairon, comme une multitude d'étoiles au tintement incessant. Les troupes marchent au son du clairon, répétera-t-il, comme le tonnerre grondant des bottes militaires. Ce qui fait, à mon sens, un double écho à la scène que nous avons déjà eue dans l'épisode numéro 2, avec l'empereur approchant de Alibel, les tonnerres grondant derrière lui, les troupes armées qui l'accompagnaient, avec tous les Arrancars captifs, mais c'est aussi annonciateur de ce que le Wandenreich souhaite faire vis-à-vis de la Soul Society dès le 5e jour, à savoir l'envahir, que les troupes arrivent vers elle au son du clairon, comme le tonnerre grondant des bottes militaires. Alors tout juste avant de passer à la preview de l'épisode 3, je vais clôturer cette review en parlant de son opening. Alors pourquoi garder ce qui arrive au début d'un épisode pour la toute fin d'une review? Car cela me semble faire du lien avec l'épisode de la semaine prochaine.
Si l'on regarde attentivement les pages dont le livre défile à toute vitesse durant l'opening et que l'on s'arrête sur l'une d'entre elles, on y remarque qu'elle est bien différente des autres, qui comportait pas mal de textes relevant de l'illisible. Cette fois-ci, on y voit clairement un dessin qui font penser à deux choses étroitement liées étant donné qu'elles gravitent autour du personnage de Yamamoto. Cela ressemble, à n'en pas douter, à un Yamamoto il y a environ 1000 ans en arrière, et nous sommes dans l'arc de la guerre sanglante millénaire. Quoi de mieux que de revenir sur les éléments du passé, de remettre les aiguilles de la pendule en arrière et de se plonger dans une époque vieille d'un millénaire à la Soul Society, de cette guerre qui avait déjà eu lieu, de pourquoi pas, vu la posture qu'arbore Yamamoto sur cette page, d'en apprendre plus sur les 13 sanguinaires. Mais si l'on regarde dans le détail des ombres qui semblent l'entourer, elles ont l'air plus insignifiantes que lui, plus squelettiques, et me font alors fortement penser aux capacités de son Bankai, ou du moins devrais-je dire l'une d'entre elles, liée au retour des morts. Alors ceci pourrait s'expliquer directement par la preview de l'épisode numéro 3. Avant de vous divulguer son titre et son synopsis, sachez que l'on a eu des images, dont une qui nous montre Uryu Ishida en train de lire un livre. Et nous savons de par l'œuvre originelle Bleach que son propre père, le dénommé Ryuken, dispose de un voire plusieurs ouvrages qui recèlent de lourds secrets concernant les divers mondes et également la Soul Society. On y voit clairement son propre fils lire dans un livre qui a l'air plutôt égratigné, ancien, qui a peut-être été caché. C'est peut-être pour cela que sa couverture a l'air d'avoir souffert, mais Uryu semble apprendre quelque chose de très important. Il le prend émotionnellement aux tripes et qui pourrait être alors lié à toute cette sordide histoire dans le passé. C'est quelque chose dont je serais réellement preneur. Reste à voir si cela sera animé ou non. Peut-être que cela sera détaillé par le biais de certains dialogues apportés notamment à Uryu. Mais en tout cas, les informations seraient très bonnes à prendre sur ce point. Sur le reste, on entrevoit une scène que j'attends de pied ferme concernant Yamamoto et la stratégie de guerre qu'il compte apposer à celle des Quincy. Le cas également de Ichigo protégeant Nel, faisant face ni plus ni moins qu'à Kilge. Vous remarquez que sa forme a évolué, il utilise des pouvoirs plus évolués, une sorte de transformation qui nous dévoilera alors ses capacités liées à l'emprisonnement et à son shrift. Si vous avez suivi la review, vous savez que c'est pas Joule, c'est Jail. Également, on voit que Inoue et Chad vont avoir une certaine importance dans le combat. Ils semblent nettement plus en retrait. C'est surtout Ichigo qui est mis en avant. On voit que le sorte de casque de masque de Nel est dans les bras de Inoue et que Chad tente de protéger le trio qu'ils sont en train de former. Le titre de l'épisode est quelque peu compliqué à traduire étant donné qu'il parle de Star-Cross qui n'est pas réellement une expression existante en anglais. En tout cas, cette notion de Star-Cross, donc une sorte d'étoile, et le terme de cross qui renvoie à la thématique de l'entremêlé, me fait penser à deux notions. Premièrement, au poème de Kilge, à savoir que les troupes marchent au son du clairon comme une multitude d'étoiles au tintement incessant. Il y a donc un écho à ces étoiles qui ressort ici. Les étoiles Quincy, de par les effets lumineux qui entourent leur pouvoir, de par les artefacts qu'ils possèdent lorsqu'ils s'illuminent, qui font penser à des étoiles, de par les flèches qu'ils utilisent pour se battre. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de faire une sombre comparaison avec encore une fois la triste histoire de notre humanité, à savoir le symbole nazi qui a été ce que l'on appelle la croix gammée. Il me semble bel et bien que ce titre est une référence plus ou moins implicite à cela, mais en tout cas, sachez que c'est une reprise du titre du 56e volume de Bleach, du 489e chapitre, et pour le moment, les épisodes reprennent les titres du premier chapitre du lot de ces derniers qu'ils adaptent. Par exemple, si les 5 premiers chapitres sont adaptés, l'épisode 1 portera le titre du chapitre 1. Si l'épisode 2 adapte les chapitres 6 à 10, eh bien ça sera le titre du chapitre 6 qui sera le titre de l'épisode 2. Pour le moment, c'est cette règle qui est appliquée, mais rien ne garantit que ça le sera toujours. En tout cas, du côté du synopsis, il nous y dit que Ichigo et ses amis arrivent dans le Wekomundo en suivant les pas de Kisuke Urahara. Ils affrontent le commandant ennemi Kilge Opi et apprennent qu'il est en fait un Sternritter. Sternritter qui étymologiquement est de l'allemand et renvoie à la notion de chevalier étoilé, chevalier des étoiles, et qui renvoie également à la notion de Star-Cross, étoile croisée dont on vient de discuter par rapport au titre de l'épisode à venir. Tout se rejoint, tout est lié comme vous pouvez le constater. Au même moment, dans la Soul Society, les capitaines des 13 divisions ont reçu le rapport d'enquête de la 12e et sont parvenus à la même conclusion. Le commandant en chef, Genrusai Shigekuni Yamamoto, à qui il a été déclaré que la guerre démarrait dans 5 jours, ordonne à tous les capitaines de se préparer au retour de l'ennemi. En revanche, Yurabah, l'empereur Quincy qui dirige le Vandenreich, sourit sans crainte dans l'obscurité. Vandenreich, qui je vous le précise à l'occasion, a pour signification l'Empire invisible.
Mais très cher devin, cela met un terme à cette review qui, je l'espère, aura été complète, aussi bien dans la partie qui passait en revue l'épisode que dans sa partie un petit peu plus révélatrice et insolite, mais aussi dans cette partie ultime de preview de l'épisode 3. J'essaie de vous proposer un contenu des plus complets concernant ces épisodes-là pour y voir le plus clair possible. Merci vraiment d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.